Bien. Mesdames, Messieurs, je suis très heureux de vous accueillir dans le locaux de Com de France, entouré de mes collègues. Dominique Chargé, président de la Fédération des coopératives laitières, membre du bureau de Com de France. Enfin, je pense qu'il est pas utile de le présenter. Tout le monde le connaît bien, président de l'AIDA. J'ai tenu à l'avoir à mes côtés pour qu'ensemble nous puissions approfondir et échanger autour du contexte laitier. Michel Prug, qui est trésorier à Com de France, président du groupe Maïs Adour, qui est particulièrement impliqué dans la filière volaille par son entreprise, mais aussi ses responsabilités nationales. Et pas seulement, hein, mais j'ai aussi tenu à ce qu'il puisse répondre à certaines de vos questions, à vos questions concernant les problématiques de cette filière. Et enfin Hubert Gralet, qui est président de Métiers du Grain, vice-président de Com de France. C'est d'ailleurs lui qui pourrait tenir la conférence de presse, l'ouvrir, parce que c'est vraiment le sujet du moment, la hausse du coût des matières premières. Et donc, Hubert vous donnera un peu le point de vue des coopératives sur cette situation, qui a des aspects positifs, évidemment, mais hélas aussi des répercussions importantes. Alors, avant que mes collègues et moi-même ne répondions à vos questions, quelques mots introductifs. Bon, pour vous rappeler que cette rentrée est pour le moins mouvementée. J'évoquerai tout de suite cette hausse du coût des matières premières. Je crois que dans vos dossiers, on vous a laissé filière par filière l'évolution du prix des matières premières. C'est une évolution importante, plus particulièrement dans le domaine des protéines, puisque le prix du soja a doublé en quelques mois. Cette situation est due à d'abord la dérégulation des politiques agricoles. On ne le répétera jamais assez, mais enfin tout ça est quand même lié aux décisions qui ont été prises dans le cadre du GATT, de l'OMC, etc., c'est-à-dire une libéralisation des marchés agricoles. C'est une situation qui est bien sûr liée à l'évolution de la démographie, avec une consommation de céréales chaque année un peu plus importante, en croissance, évolution du niveau de vie aussi, puisque c'est particulièrement vrai en Asie, quand le niveau de vie progresse comme c'est le cas, l'alimentation s'occidentalise, si on peut dire, et donc les modes alimentaires évoluent, consommation de viande plus importante, et avec toutes les répercussions que ça peut avoir sur les marchés céréaliers. Le changement climatique et ses aléas grandissants, force est de constater depuis plusieurs années. Donc tous ces éléments fragilisent davantage l'équilibre offre-demande, sans trop rentrer dans l'examen des chiffres. Cette année, nous allons produire au niveau mondial moins que nous n'allons consommer. Voilà, ça c'est une certitude. Et c'est pas la première fois. Il faudrait que nous produisions chaque année un peu plus pour suivre l'évolution de la demande. Ce n'est pas le cas. Et ça fragilise donc l'équilibre offre-demande. Ça a des conséquences sur le niveau des stocks. Et c'est ce qui provoque ces renchérissements et ces spéculations. À cela s'ajoute une intervention massive de fonds purement financiers divers et variés, qui viennent amplifier la volatilité. Loin de moi l'idée de penser qu'ils sont responsables du niveau de prix des matières premières, mais leur intervention non réglementée vient amplifier l'ampleur de la volatilité, qui est quand même assez exceptionnelle, puisque
sur une même journée, sur une même semaine, même si nous sommes sur cette traîne structurelle, les variations de prix restent importantes. Alors dans ce contexte, il faudrait faire ce que nous préconisons à COP de France depuis longtemps déjà, et qu'on a d'ailleurs publié dans notre livre blanc. La première mesure à prendre, c'est celle de construire une politique de stockage, avec d'abord un pilotage mondial, évidemment. Dans notre livre blanc, dans le cadre des élections, de la campagne des élections présidentielles, nous avions préconisé avec insistance cette mesure, et le G20 s'en était emparé, mais force est de constater que pour l'instant, c'est incantatoire et que rien n'est encore décidé. Mais c'est la seule solution pour qu'on remette un peu de stabilité sur les marchés de matières premières. Alors, stabilité étant d'ailleurs un bien grand mot. Deuxièmement, il faut, dans les politiques agricoles, et ça vaut particulièrement pour l'Europe, réintroduire des mécanismes d'intervention et de stockage public et privé. Et donc là, on se félicite de l'annonce du gouvernement hier d'accélérer le plan silo qui avait été réclamé par la profession. Et puis, il faut réglementer le rôle, enfin l'intervention des instances financières. Là encore, au niveau européen, rien n'a été fait. Aucune transparence, aucune limitation. Nous sommes plus libéraux en Europe qu'aux États-Unis, s'agissant du fonctionnement de nos marchés à terme. Donc c'est quand même assez d'abord incroyable et inadmissible. Cette situation génère de grandes difficultés dans le secteur de l'élevage. Et là, mes collègues vous en entretiendront plus longuement. Des difficultés récurrentes dans les secteurs de l'élevage, mais qui, avec cette évolution du prix des céréales et des protéines, sont vraiment aujourd'hui exacerbées. On peut dire que les secteurs de l'élevage souffrent de structures de coûts beaucoup trop élevées en France, d'un déficit de valorisation, d'une relation avec la distribution extrêmement défavorable. Et je m'empresse de vous dire qu'avec les éleveurs, c'est toute l'industrie de la première transformation qui souffre. D'où la nécessité d'une réflexion structurelle sur les filières animales, avec l'appui des pouvoirs publics. Et encore, ça fait longtemps que nous le réclamons, mais il y a vraiment beaucoup d'inquiétudes à avoir quant à l'avenir des filières d'élevage, blanches et rouges, sur notre territoire. Et si on ne s'attaque pas rapidement pour ouvrir une réflexion structurelle sur l'avenir de ces filières, on continuera à mettre des cataplasmes sur des jambes de bois chaque fois qu'on prendra des décisions au coup par coup. Cela étant dit, bien évidemment, il faut manifester toute la solidarité nécessaire dans cette période vis-à-vis de nos amis éleveurs. Et on se félicite ici à COP de France des initiatives prises dans les coopératives sur ce point, et prises aussi par les producteurs et leurs syndicats, la GPB, la GPM, la FOP, consistant à envisager la création d'un fonds pour venir en appui à ces secteurs de l'élevage. On y reviendra sans doute avec Hubert Garlet tout à l'heure. La mise en œuvre de cette solidarité ne sera pas facile. Nous allons être les premiers concernés, nous les coopératives, donc on pourra vous faire part de notre avis sur le sujet. Un mot rapidement sur la réforme de la PAC, puisque le calendrier s'accélère. Nous entrons dans le temps de la discussion
s'agissant de la répartition des aides. Le ministre, vous le savez, a installé le premier comité de suivi. On a pu constater que les choses, quand même, se concentraient sur cette problématique de répartition des aides et sur celle du verdissement. Ça nous inquiète énormément, parce que le volet régulation semble passer par perte et profit. Bon, certes, la communication du ministère de l'Agriculture hier au Conseil des ministres corrige un peu le tir, mais jusque-là, force était de constater que, bon, les problématiques, enfin le volet régulation de cette réforme était souvent traité de façon très, très secondaire. Jusque maintenant, on entend les pouvoirs publics se prononcer sur la nécessité de maintenir le droit de plantation dans le secteur viticole. Heureusement qu'ils mènent cette bataille quand même, parce que ce serait une vraie catastrophe pour la viticulture française. On sent aussi sa volonté de tenter de maintenir les quotas dans le domaine du sucre. Tant mieux, mais c'est tout, quoi. Mais c'est tout. Et cette situation, une fois de plus, démontre que l'Europe a toujours un temps de retard, ou est toujours à contresens de ce que font les pays concurrents. Si vous avez le temps de vous intéresser au projet de politique agricole américaine, traduite dans le Farm Bill, qui est actuellement en discussion entre le Sénat et le Congrès, pour la période 2012-2017, vous allez voir que les Américains ont complètement oublié, très volontairement bien sûr, les accords du GATT et de l'OMC. Et que cette fameuse notion de découplage, qui était vraiment la ligne de fond des débats à l'OMC, est aux États-Unis complètement abandonnée. Et que nos amis américains, au contraire, recouplent les aides à l'agriculture. Puisque ce qui est proposé à chaque producteur, c'est de pouvoir choisir production par production. Donc c'est bien du recouplage. C'est-à-dire un mécanisme pour le maïs, un autre pour le blé s'il en fait, un troisième pour le soja. Et en fait, le producteur va avoir le choix entre les deficiency payments ou les mécanismes assurantiels. Et dans tous les cas, ces deux mécanismes sont là pour lui garantir 89% d'un niveau de coût de production. Et donc, on est vraiment là dans le recouplage le plus total des politiques agricoles et des aides à l'agriculture. Et en Europe, on continue à nous expliquer que tout doit rentrer dans la boîte verte, que rien n'est possible en dehors de ce qui a été mis en œuvre depuis quelques années sous les contraintes de l'OMC, c'est-à-dire des aides complètement découplées. Il y aurait une petite dérogation pour maintenir celles qui sont encore couplées. Bon, c'est complètement fou. Ça résume la PAC à une politique d'aide aux revenus. Ce n'est plus une politique d'orientation, comme on pourrait l'espérer, au point que je découvre hier que le ministre, dans son plan d'action, annonce que la France va développer un plan protéines. Enfin, je vais m'empresser de savoir quelle est la possibilité pour la France de développer un plan protéines. Je croyais que c'était du ressort d'une politique européenne. Bon, on est vraiment dans un contexte européen où on peut craindre que nous entrions dans la fin d'une politique agricole. D'abord, il y a encore beaucoup de doutes sur notre capacité à maintenir le budget.
Et puis vraiment, si une politique agricole n'est limitée qu'à distribuer des aides, elle n'a pas de durée possible. Bon, on pourra y venir. Dernier point enfin, je voulais vous dire que nous suivrons la conférence environnementale de ce week-end avec vigilance, que nous avons, avec bien des difficultés, réussi à y participer. Enfin, bon, quand on dit que tout le monde doit pouvoir s'exprimer, que l'heure est à la concertation, au dialogue le plus ouvert, etc. On voit que toutes les ONG n'ont pas de problème pour participer à cette conférence, et que du côté de la profession agricole, bon, il faut qu'on se mette d'accord, les salles sont trop petites, il n'y a pas assez de place, la ministre a elle-même été compter les chaises au Conseil économique et social, et elle nous revient en disant, écoutez, je suis désolé, mais bon, vous auriez voulu une place dans chaque table ronde, vous n'en aurez peut-être qu'une seule. Bon, enfin, c'est grotesque, quoi. C'est vraiment... alors que on peut imaginer quand même que l'agriculture reste au centre de bien des débats dans les 5 tables rondes qui sont prévues dans cette conférence. Alors nous y serons, dans 3 d'entre elles, quand même, mais après nous être bagarrés et après avoir trouvé des accords avec nos amis de la FNSEA. C'est quand même un peu dommage. Alors, dans cette conférence, inévitablement, les problèmes biocarburants qui ont été évoqués ces jours-ci seront sans doute sur la table, les problèmes des pesticides, la stratégie éco-phyto, la directive nitrate, tous ces sujets qui nous concernent au plus haut point. Nous sommes rassurés par les propos du président de la République, propos insistants prononcés à Rennes avant-hier, se félicitant qu'il y ait en France quand même un secteur contributeur à la balance commerciale. Il n'y en a pas beaucoup, et l'agriculture et l'agroalimentaire en font partie. Et il a beaucoup insisté pour que ce secteur s'inscrive dans une stratégie de conquête et de croissance, ce qui l'a amené à souhaiter que l'agriculture puisse produire mieux, à condition qu'elle ne produise pas moins. Et dans la phrase suivante, il a repris même en disant qu'il fallait qu'elle produise mieux et plus. Bon, donc j'espère que tous les membres qui participeront à cette conférence environnementale auront entendu ce postulat, en fait. S'agissant de la politique agricole, c'est un postulat. Nous ne devons prendre aucune mesure qui pourrait amener une dégradation des capacités de production de l'agriculture et de l'agroalimentaire français. Et il faut trouver la compatibilité, vous savez combien on travaille dans cette maison, dans nos entreprises coopératives depuis des années, la compatibilité entre un objectif écologique et un objectif économique. Voilà. Très heureux que le président de la République ait fait sienne nos propos et cette stratégie de l'agriculture et de l'agroalimentaire française, stratégie offensive et conquérante. Voilà, on peut ouvrir le débat, je pense que ce sera plus efficace, plus vivant, et ça permettra à mes collègues de répondre à vos questions.